Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est toujours un plaisir pour moi, ainsi que pour mes invités, de décortiquer pour vous et avec vous nos différents sujets. Les tablettes numériques à l'école, une évolution de la forme scolaire. On en parle ce soir en compagnie de mon invité. Il s'agit de M. Pascal Kanik, que j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, en fait, moi, j'ai dit le messieurs des School Labs. Ah, pas de problème. Voilà. Donc, avant de démarrer, pourriez-vous nous présenter votre parcours professionnel et ce que vous faites aujourd'hui? Merci beaucoup. Moi, je suis Pascal, congolais. Oui. Je suis diplômé de l'université de Kinshasa, mathématiques, informatique. Et donc, juste après mes études, j'ai commencé le travail chez Vodacom. Oui. J'ai été employé à travers Vodacom Elite, qui est le programme qui recrute de jeunes diplômés. Donc, j'ai fait mon parcours chez Vodacom. J'ai fait 4 ans. Et après les 4 années, j'ai décidé de quitter l'emploi pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Merci à vous de nous avoir présenté votre parcours professionnel. On revient à vous avec votre permission. Nous allons prendre les infos dominantes de la semaine et on se retrouve tout juste après. Tel un berger qui regroupe ses brebis à l'annonce d'une tempête, le président de la République veut à tout prix garantir la quiétude et le développement du pays en utilisant le dialogue franc comme instrument. Dès 10 h ce lundi, les premières délégations étaient déjà dans le mur du Palais de la Nation pour prendre part aux consultations annoncées par le garant de la Nation. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par Corneille Nangaa, est la première à être reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après près d'1 heure de discussion sans langue de bois, les voilà ressortir de la salle de réunion sans échapper à la vigilance de médias. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait? En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nangaa est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Les consultations vont alors se poursuivre avec le Conseil national de suivi des accords CNSA. Son président, Joseph Olengankoy, a au sortir de l'entretien lancé un appel aux tireurs de ficelles qui, selon lui, ne facilitent pas la tâche aux autorités. Et nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire les mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Tour à tour, les délégations des commissions de droits de l'homme et autres structures de la société civile vont se succéder dans cette salle de réunion. La responsabilité de médias dans une période aussi cruciale a alimenté les discussions du chef de l'État avec la délégation du CESAC qui avait à sa tête Tito Ndombi, son président. Entre deux bureaux, Félix-Antoine Tshisekedi a également accordé un moment d'échange particulier à quelques personnalités du monde religieux. D'abord, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et plus tard, les représentants des différentes confessions religieuses, Église du Christ au Congo, le Haut Conseil des Églises de Réveil, ceux des Églises indépendantes du Congo, la Pastorale nationale congolaise, l'Armée du Salut,
Les musulmans des tous bords, les orthodoxes, pour ne citer que ceux-là, ont formulé des recommandations pour aplanir les divergences qui freinent l'élan du développement du pays. La question électorale était aussi à l'ordre du jour des discussions entre le président de la République et le représentant de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Des nombreuses structures comme celle de la société civile électorale et l'organisation du suivi du processus électoral ont eu également leur moment privilégié d'échange avec le chef de l'État. Les consultations ne font que commencer et pourtant le carnet des notes du président de la République est déjà presque rempli. Évacués de Bourg-en-Bresse, situé dans la région de France la plus touchée par l'épidémie, ces malades du Covid-19 sont transférés vers un hôpital de Strasbourg. Des images qui rappellent celles du printemps. Mais contrairement à la première vague, cette fois c'est l'ensemble de la France qui est sous tension. Ici à Roubaix, le nombre de malades admis en réanimation ne cesse d'augmenter. Ce n'est pas une vague brutale, violente pour nous à Roubaix. Elle est montée graduellement. Mais là on y est. On y est. Là, on a pour l'instant soigné plus de malades en nombre que lors de la première vague. En France, le nombre de contaminations explose et pourrait malgré tout être sous-estimé à cause de difficultés dans la remontée des résultats de tests. En visite dans un EHPAD ce vendredi, le ministre de la Santé a annoncé le déploiement des tests antigéniques aux résultats rapides dans les EHPAD. Ça renforce la stratégie diagnostique dans notre pays, ça ne remplace pas les PCR, ça les renforce. Des tests également disponibles ici à l'aéroport d'Orly, où le ministre des Transports a inauguré un nouveau centre de dépistage. Moi je tiens à remercier tous ceux qui se sont mobilisés ici aujourd'hui pour cette première étape, qui vise notamment, je le disais, à sécuriser les passagers qui partent vers l'outre-mer, avec ici des tests qui sont à la fois des tests antigéniques, donc rapides avec un résultat en une quinzaine de minutes, et des tests PCR pour les personnes qui ont des vols un peu plus tard dans la journée. Le même centre de dépistage doit être installé à l'aéroport de Roissy la semaine prochaine pour les passagers qui arrivent. Après les États-Unis et l'Inde, la France est le 3e pays à avoir enregistré le plus grand nombre de contaminations cette semaine. Voilà pour la prise de parole de Gabriel Sterling, porte-parole du secrétaire d'État. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec vous, Bruno Darroux. Donc la Géorgie qui annonce plusieurs choses. Déjà qu'elle va procéder à un recomptage, qu'il reste encore 4169 bulletins dépouillés, mais pas de fraude. Oui, pas de fraude. En fait, ce qui a plutôt été dit, c'est qu'il y a eu déjà des recomptages. En fait, ce qu'est en train de dire le secrétaire d'État et son porte-parole, c'est que avec la mise en place de représentants des deux partis républicains et démocrates, il y a eu déjà des processus de vérification dans les endroits où la marge entre les républicains et les démocrates était trop petite dans certains comtés, puisque après c'est des districts, si vous voulez, de l'État de Pennsylvanie, et que donc quand il y avait des bulletins un peu problématiques, parce que la marge était très étroite, il y a eu des vérifications, voilà, il y a eu des recomptages, et que tout ça va permettre d'aller, alors si on comprend bien, peut-être d'ici ce soir à ce qu'ils appellent la certification, c'est-à-dire pour nous, tous ces décomptes ont été faits, voilà nos résultats, mais ça pourrait prendre aussi un peu plus de temps, ça peut aller jusqu'au 20 novembre pour la certification du processus électoral, et c'est ensuite que les procédures d'ores et déjà entamées, notamment par l'équipe de Donald Trump, pourront être prises en compte. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà avoir une idée de tous les bulletins dépouillés avant de pouvoir attaquer ce décompte sur un plan judiciaire. Ce qui veut dire que, si on comprend bien, un résultat pourrait être donné. Il faudrait qu'il soit certifié. Ça peut être ce soir, ça peut aller jusqu'au 20 novembre, vous voyez. Et ensuite, il y aura les procédures juridiques. Et le porte-parole du secrétaire d'État a clairement indiqué que ça pouvait aller jusqu'au 14 décembre. Alors le 14 décembre, c'est la date à laquelle le collège électoral se réunit pour désigner un président. Mais peut-être que ça va prendre du temps. Voilà. Vous restez... Voilà, c'était là les infos dominantes de la semaine, chers téléspectateurs. Je vous annonce encore que ce soir, je rencontre M. Pascal Canic,
cofondateur des School Up RDC, qui a déjà pas mal remporté plusieurs prix. Voilà, je ne sais pas, vous pouvez nous rappeler déjà le prix que vous avez pu remporter, parce qu'on doit en parler quand même. Ok, merci beaucoup. Donc en 2017, quand j'ai quitté Vodacom, j'ai lancé School Up. Et donc déjà en 2018, nous avons remporté les prix de Kinshasa Digital Startup Contest. C'était un concours des entrepreneurs du digital qu'on a remporté. Ensuite, on a gagné les prix Seedstar RDC. Après Seedstar, on a gagné un prix en France, un prix de l'innovation pédagogique à Paris. Et puis, on est allé en Suisse, on a gagné un prix Seedstar. Seedstar qui est une compétition internationale des startups qui œuvrent dans les digitales. Nous avons gagné ces prix et c'était la catégorie éducation. Dans la plateforme éducative, nous avons été le champion. C'est comme ça que même après ces prix-là, nous avons été reçus par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui nous a reçus, qui nous a ensuite mentionné dans son discours de l'État de la Nation de décembre 2019 comme étant une source de fierté, d'inspiration pour la jeunesse congolaise à cause de ces prix que nous avons gagnés. Voilà. Voilà, ici j'ai dit numérique, avant de parler d'éducation numérique, ça recouvre quoi et ça évoque quoi? Le numérique, c'est d'abord une époque, c'est une ère, une nouvelle ère, c'est la fiabilité, c'est la rapidité, la simplicité, l'instantanéité. C'est comme ça que je peux qualifier, mais c'est surtout aussi un état d'esprit. Hein. C'est comme on dit, les jeunes sont digitales, et les vieux sont... Voilà, c'est qui sont. Mais en fait, c'est un état d'esprit aussi. Parce que quand on dit aujourd'hui quelqu'un est dans le monde du numérique, ce n'est plus en fonction de l'âge, comme on dit, de la personne, l'âge ou par rapport à sa naissance ou quoi, mais c'est surtout par rapport à l'état d'esprit. Donc ceux qui savent utiliser, par exemple, les appareils, les téléphones, les tablettes, et il y a un certain âge ou certaines générations qui ne sait pas bien s'adapter au monde ou à l'ère du numérique. Donc pour moi, le numérique caractérise le développement, les changements, l'évolution et même cette sorte de progrès que nous attendons voir dans notre économie, dans notre développement social. Et qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous intéresser à l'éducation numérique? L'éducation, pourquoi? Parce que premièrement, tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème dans notre pays, je crois que la base c'est l'éducation. Donc si l'éducation n'était pas de qualité et qu'on a produit des personnes qui ne sont pas aussi de très bonne qualité, donc ce qui fait que tout ce que nous ferons ne réussira pas complètement ou totalement bien. Voilà. Donc s'il y a déjà un problème au niveau de l'éducation, ça veut dire que tous les pays auront un problème. Déjà, vous pouvez voir par exemple dans notre état d'esprit, dans notre culture, vous allez voir qu'on forme plus, par exemple, dans notre système éducatif, on forme plus des bureaucrates, des fonctionnaires, des personnes qui sont là pour faire des métiers qui existent déjà. Mais on forme de moins en moins, on ne forme presque pas. Par exemple, les entrepreneurs. Donc, c'est des problèmes aussi liés au système éducatif. Donc, il y a la qualité, mais il y a aussi les systèmes qui sont des vrais problèmes, des problèmes clés du développement. Alors, quand on s'est attaqué à l'éducation, pour nous, c'était d'abord une manière de dire qu'il faut améliorer les systèmes et la qualité de l'éducation. Et comment l'améliorer rapidement? Il faut intégrer le numérique. Parce que le numérique, c'est un vecteur du changement rapide. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en un clic, grâce à School Up, l'enseignement officiel peut être transformé en un clic. Ça veut dire quoi? S'il y a une réforme aujourd'hui dans le pays, dans les systèmes éducatifs, déjà, juste en mettant dans la plateforme School Up, la réforme sera disponible partout. Mais ça, le numérique, c'est impossible. Donc, il y a cette vitesse qu'il faut mettre dans la transmission des connaissances que nous avons voulu transmettre à travers les numériques. Donc, c'est une façon de dire que nous voulons les changements. Les changements passent par l'éducation. Mais pour impacter l'éducation rapidement, il faut passer par les numériques. Il n'y a pas un autre moyen. Et comment vous avez fait pour faire intégrer School Up dans notre enseignement? C'était simple parce que nous sommes nous-mêmes Congolais. Donc, il n'y a personne qui maîtrise mieux nos problèmes que nous-mêmes. Donc, nous savons que nous avons étudié, on avait des problèmes. Par exemple, des problèmes d'accès aux recherches, au contenu de qualité.
nous tous, nous l'avons vécu. Nous savons que nos enseignants ont des problèmes de qualité des leçons, de contenu. Personne ne va nous informer, nous l'avons vécu. Donc, quand nous savons déjà, nous connaissons nos problèmes, il est plus facile de dire comment nous allons intégrer dans notre système éducatif. Nous avons directement approché les enseignants qui ont des écoles, qui sont dans des écoles de qualité et tout ça. Et nous avons commencé à travailler avec eux. Nous avons approché les gouverneurs, donc les gouverneurs des provinces, des ministres et des provinces, ainsi de suite, pour savoir aussi au niveau des décideurs quels sont les problèmes. Et nous avons directement intégré ces problèmes dans la plateforme. Donc, il y a ce qui se fait manuellement, que nous avons essayé de transformer les processus pour que ça devienne automatisé. Donc, il y a ça. Il y a aussi ça et il y a la transmission des connaissances. Par exemple, les contenus qui se trouvent à Kinshasa, qui ne peuvent pas être disponibles rapidement à travers le pays, à travers notre plateforme, on diffuse. Nous sommes comme un canal de communication et de diffusion des connaissances qui sont stockées à des endroits, si je dirais, privilégiés. Ça veut dire ceux qui sont ici, par exemple dans la commune de la Gombe, ont facilement accès aux manuels de qualité. Et ceux qui sont à Massimanima, ceux qui sont même ici à Maluku, n'ont pas accès au même type de contenu de l'éducation. Au même type, mais pas à la même qualité, voilà, des matières. Et c'est comme ça qu'on a... À la même hauteur, voilà. Oui. Donc, on a dit, il faut d'abord rendre uniforme les contenus de l'enseignement, en attendant que aussi les enseignants soient mis à jour de la même manière. Donc, dans un premier degré, School permet à ce que la matière qui est enseignée ici, au niveau de la commune de la Gombe, la même matière soit disponible pour l'enfant qui est dans l'Équateur. C'est là l'impact du digital. Donc, dès que nous avons la matière d'un enseignant de Iti Gombe, par exemple, ou de l'Athénée de la Gombe, qui est diffusée dans la plateforme, la même leçon sera visible dans l'Équateur par un élève qui est peut-être dans une classe où il n'y a même pas de bancs. Donc ça, c'est déjà un impact sérieux en termes de réduction des inégalités. Les inégalités parce qu'il y a des enfants qui étudient dans de bonnes conditions, c'est vrai, mais il y a aussi les inégalités en termes de qualité des enseignements. Il y a des enfants qui bénéficient d'une bonne qualité de matière, et il y a des enseignants qui sont défavorisés par défaut, et donc bénéficient d'une mauvaise qualité de matière d'enseignement. Et donc nous nous disons qu'il faut réduire ces inégalités, sinon ça transmet aussi les inégalités des chances. Et les enfants qui partent favoris pour être des gagnants, des vainqueurs, et ceux qui sont déjà défavorisés au départ, qui ne seront peut-être pas gagnants parce qu'on n'a pas donné à tous la même chance. Et comment ça se passe, la distribution de ces tablettes? Bon, les tablettes, c'est un support de transmission de ces contenus. Ce que School fait, c'est l'application. Nous avons des applications en ligne. Il y a www.schoolab.com. Il y a aussi l'application mobile sur Play Store, Schoolab Molakisi, qu'on peut télécharger. Mais maintenant, l'avantage que Schoolab a à l'innovation, c'est aussi ça, cette tablette que Schoolab conçoit et distribue. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'à travers nos tablettes, même les endroits où il n'y a pas d'accès au réseau ou à l'Internet, les contenus qu'on a sur www.schoolab.com, ces mêmes contenus se trouvent dans cette tablette en mode non connecté. Donc, nous avons pensé à ceux qui sont dans des zones où il n'y a même aucun réseau. Il n'y a aucun réseau de télécommunications, il n'y a pas d'Internet, que ces zones-là aussi, ces zones rurales, qu'on appelle souvent, aussi bénéficient de l'accès au contenu éducatif qui se trouve en ligne sur Schoolab. Donc vous comprenez qu'en fait, avec Schoolab, il n'y a pas de zone exclue. Donc que vous ayez un réseau ou pas, là où vous êtes, s'il y a une tablette, tout le village peut accéder aux leçons qui s'enseignent en classe à Kinshasa. Et ça se passe comment? Ce que je voulais savoir, c'est les professeurs qui ont accès aux tablettes ou les élèves y compris? Il y a l'accès pour les professeurs, mais il y a aussi l'accès pour les élèves. Et les élèves qui ne savent pas encore écrire et lire? Pour les élèves qui ne savent pas écrire et lire, il y a des cours en format vidéo. Ah, d'accord. Il y a des cours en format vidéo aussi, des dessins animés, pour ceux de la maternelle. Donc ils peuvent regarder des petits cours comme des blagues, mais soit des leçons, des poèmes, ainsi de suite. Et tout ça, c'est accessible aussi sur la tablette en mode non connecté. Pas besoin que l'enfant aille sur Internet pour accéder à ces vidéos-là. Avec la tablette, pas besoin d'être connecté. Donc c'est ça l'innovation que Schoolab a aussi amené. Et depuis le lancement des Schoolab, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça donne jusqu'à aujourd'hui?
Ça change d'abord la manière de faire. Par exemple, nous travaillons avec 2 provinces. La province du Kwilu et la province de Haut-Ouélé qui avait commencé bien avant. Et au niveau provincial, par exemple, il y a la maîtrise de l'administration publique des écoles, donc de la maîtrise des effectifs, ainsi de suite. Le ministre peut prendre les décisions facilement, donc les gestionnaires, les prophètes, ainsi de suite. Mais surtout pour les enfants, par exemple pendant la pandémie, les enfants qui accédaient dans la plateforme pour étudier, pour continuer à faire les leçons, des exercices, il y a l'examen d'État. Vous avez vu plusieurs réseaux de télécommunications communiquer aussi pour School App, parce qu'on a permis aux étudiants, aux élèves, aux finalistes de préparer les examens d'État sur School App. Il y a des items. Vous avez les enseignants dans des villages qui n'ont pas d'accès aux prévisions de matière parce qu'il y a les calendriers scolaires n'est pas arrivé, ainsi de suite. En un clic, il peut accéder dans School App, il retrouve une prévision de matière déjà faite et il peut juste aller enseigner. Donc il y a ça, il y a les écoles qui se transforment pour l'enseignement à distance. D'ailleurs, pour l'impact, je dirais, même dans des zones où il n'y a pas de réseau et tout ça, parce que dès qu'on part avec School App dans une province ou dans une école, la première chose, c'est qu'on amène une connectivité Internet gratuite pour cette école-là. Donc, que ce soit dans des zones rurales, par exemple, aujourd'hui dans les Kwilu, vous aurez autant d'écoles connectées à Internet dans des zones où il n'y avait même pas écho d'Internet. Donc, il y a cette inclusion que nous amenons technologique, ces changements que nous amenons dans des endroits où peut-être jusqu'à présent, des personnes ne pensent aller encore investir. Mais School App dit, OK, pour l'éducation, nous allons, avec nos partenaires bien sûr qui nous accompagnent, nos sponsors et tout ça, qui permettent à ce que nos solutions aujourd'hui puissent impacter non seulement les systèmes éducatifs, mais les habitudes, la manière de faire et même les changements sociaux en termes du développement de l'être humain. Et le petit tablette School App, ça se vend ou ça se donne gratuitement? Bon, nous vendons, nous avons besoin des revenus pour survivre, pour vivre avec l'entreprise. Mais il y a des personnalités qui achètent aussi pour faire des dons aux écoles. Et on a des sponsors qui achètent, comme une grande société française qui a acheté 500 tablettes pour offrir aux écoles et tout ça. Donc il y a des sociétés, des personnalités politiques qui achètent pour faire des dons, pour offrir aux écoles, ainsi de suite. Merci beaucoup, M. Pascal Kanick, de nous avoir accordé cette interview. C'était pour nous un plaisir. Je ne sais pas, moi je suis arrivée à la fin de mes questions. Si on n'a pas abordé quelques points que vous voulez ajouter, vous êtes libre de compléter l'interview. Non, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Et nous allons travailler tous pour que les pays puissent décoller. Et donc nous sommes là, nous sommes la jeunesse entrepreneuriale, nous sommes là pour créer des innovations, pour faciliter l'éducation, faciliter la vie, essayer d'impacter aussi des générations futures. Donc nous vous remercions de nous accompagner dans cette logique et d'avoir pensé à nous. Et pour clôturer, j'ai oublié un petit détail. Quand vous voyez l'évolution des School App, qu'est-ce que vous vous dites? Vous étiez arrivé ou vous arrêtez là où vous allez persévérer? Nous venons de commencer. Nous venons de commencer. Donc on est encore vraiment au premier pas. On n'a même pas fini de faire le premier pas. Donc on doit s'attendre à beaucoup de choses, c'est ça? On n'a même pas commencé, donc on est en train de commencer. Ce n'est que les débuts. Oui. Merci beaucoup, M. Pascal. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi votre émission Grand Soir au cœur de l'actualité. C'était M. Pascal Kanick, cofondateur de School App RDC. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.